Et bonjour, bonjour. Bonjour Denis. Salut. Ça va? Hello, hello. Hello. On va se lancer. Voilà, on va parler donc du premier épisode de la dernière saison de koh Les Chasseurs d'Immunité, donc qui a débuté hier soir. On va connaître un petit peu vos avis, votre avis sur le casting, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Je pense qu'on a plein de choses à se raconter. Du coup, j'ai plus besoin de vous présenter. Maintenant, les gens vous connaissent, que ce soit Max, Dani ou que ce soit Lucas. Voilà. Bon, je précise que Lucas est en train de manger un KFC en secret, c'est pour ça que on ne le voit pas beaucoup. Bon, c'est comme ça. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par KFC. KFC, Burger King, McDo, tout ça. Bon, en tout cas, voilà, mais c'est les risques du live, c'est comme ça, on s'adapte. Donc, en tout cas, moi, je voulais voir avec vous. Déjà, moi, j'avoue que vous le savez, ce que j'aime le plus dans koh c'est les castings. Donc, moi, je voulais voir un petit peu avec vous si vous avez eu des petits coups de cœur ou des petits têtes de turc. Donc, chacun votre tour, vous allez me dire un ou deux candidats. Il n'y a pas de chiffre précis. Un ou deux candidats qui vous a marqué, et positivement ou négativement. Et également, après, on parlera des points positifs et négatifs de l'épisode et du lancement de cette dernière saison. Ben écoutez, ça faisait longtemps que j'avais plus vu d'épisode de koh, ça faisait 2 ans, donc ça faisait du bien de voir des gens parler français au beau milieu de nulle part, sans sous-titres. Il y a 4 candidats qui m'ont positivement marqué, qui m'ont même beaucoup marqué positivement. Je vais les citer et après je vais expliquer pour chacun pourquoi. Ce sont Alicia, Sarah, Nathalie et Steve. Donc c'est les 4 candidats pour lesquels j'ai beaucoup aimé les suivre. Je vais expliquer pourquoi. Donc Alicia, ce que j'aime bien chez ce genre de personne, c'est que, un peu comme moi, elle dit toujours tout ce qu'elle pense. Peu importe si ça saoule les gens, si ça énerve ou pas, elle dit tout ce qu'elle pense. Elle clash gratuitement les gens derrière leur dos et ça, j'adore. C'est le genre de fille qui engueulerait son mec s'il ne fait pas la vaisselle. Et je me dis, je profiterai bien que ce soit le 14 février, jour de la Saint-Valentin, en disant « Alicia, si vous cherchez un homme magnifiquement beau, je suis libre. » Donc ça, c'était fermé la parenthèse. Je vais la taguer sur la vidéo, attention. Hein. Ah, mais c'est pas grave, c'est justement là pour lequel je suis là. Mais non, ce que j'aimais bien, c'est qu'elle a pris plusieurs fois la parole pendant l'épisode pour dire des choses qui avaient du sens quand même. Par exemple, lorsque l'équipe rouge a perdu l'épreuve de confort, elle a dit « Ce n'est pas grave, on va se servir de cette défaite pour apprendre et pour gagner l'épreuve d'immunité. » Je trouvais que c'était très intelligent de dire ça parce que c'est totalement vrai. Parce qu'effectivement, l'épreuve d'immunité est toujours plus importante que le confort parce que rien n'est plus important dans koh que l'immunité. Ont-ils vraiment appris de la défaite du confort? Je ne sais pas trop parce que pour moi, l'équipe jaune était plus forte. Mais j'ai trouvé que dire cette phrase, c'était avoir du bon sens et être intelligent. Parce que ce qu'elle dit, moi j'aurais pu le dire. Vaut mieux perdre l'épreuve de confort et gagner l'immunité que l'inverse, selon mon avis. Et à un moment, quand les équipes sont faites et qu'ils partent sur un petit trek, à un moment, elle a dit une phrase, je crois que c'était contre Émilie, en mode hey, « je peux pas la blairer direct », mais j'ai adoré cette phrase. Mais c'est exactement pour ce genre de phrase que Linda est ma candidate préférée. Quelqu'un qui clash gratuitement les gens derrière leur dos et qui ne raconte pas n'importe quoi en clashant les gens. Et je pense que si l'équipe rouge avait perdu, elle serait sortie avec 9 votes contre elle parce qu'elle a un social très problématique et que si elle continue sans se remettre en question, elle va rapidement partir. Mais je sais que le public va la détester tout le long de la saison et moi j'aime bien ce genre de candidat et je la soutiens totalement. Alicia, je te soutiens si tu m'écoutes, j'espère que tu iras loin. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien Sarah? Parce que j'aime bien sa tête. J'aime bien l'affiche, je trouve qu'elle a une bonne tête de gagnante.
Si je vais citer une gagnante comme ça, je dirais elle. Je ne sais pas pourquoi, je la sens très bien. Je trouve que physiquement, elle ressemble énormément à Seta et à Nathalie de la saison 29 de Survivor. Ah oui, ok, c'est bon, je Et je l'ai. trouve que physiquement, c'est quasiment la même personne. Et comme Seta et cette Nathalie, j'ai beaucoup aimé, ben, j'ai beaucoup aimé Sarah. Je trouve aussi que Sarah a eu beaucoup de réflexions intelligentes. Elle a l'air assez stratège. Ça ne me surprendrait pas qu'elle ait vu beaucoup de saisons Koh-Lanta avant sa participation. Donc, voilà, elle a fait très tôt une alliance avec Steve et Alexis. On pourrait se dire, c'est beaucoup trop tôt, on n'est qu'au premier épisode, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'était théoriquement une bonne chose. Maintenant, j'aurais pas fait l'alliance avec Steve. J'aurais pris d'autres personnes. Pour moi, aller voir Océane, c'était une bonne chose. A priori, il faudrait que l'alliance ait plus que 3 ou 4 personnes. Il faudrait quand même une majorité, parce que si les autres personnes de l'équipe découvrent qu'il y a une alliance, mais il va se reproduire la même chose que la guerre des chefs. Mais j'ai bien aimé le fait que très rapidement, elle ait compris que le jeu, c'est pas que le premier conseil. Donc ça, j'ai apprécié. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui, à mon avis, a une bonne vision du jeu. Donc Sarah, je l'aime beaucoup et j'espère aussi qu'elle ira loin, même si l'élimination de Steve ne la met pas dans une bonne position. Alors Nathalie, j'ai direct accroché au portrait. J'ai beaucoup aimé ses phrases, ses punchlines, sa façon de dire, son ton de voix. Je trouve qu'elle a beaucoup de charisme malgré son âge. J'ai apprécié qu'elle ait dit qu'elle avait 48 ans, parce que dans les portraits, elle voulait dire qu'elle n'en avait que 45, mais je pense que 48, c'était très intelligent, parce que si elle avait dit 45 ans, je pense que les autres candidats se seraient mis à douter. Parce que pour tout le respect que j'ai pour Nathalie, ça se voit quand même qu'elle est cinquantenaire ou qu'elle s'apprête à l'être. Donc 45, à la place des candidats, si elle avait dit qu'elle avait 45 ans, là j'aurais commencé à douter, mais 48, c'est intelligent. Parce que ça la rajeunit, mais pas trop. Effectivement, ça la place juste en dessous de la barre des 50 ans, qui psychologiquement est un peu un symbole. D'ailleurs, j'étais très déçu que l'élimination à la fin se joue entre Nathalie et Steve. Je voulais que tous les deux restent. Mais bon, je suis contente que Nathalie reste. Pourquoi est-ce que j'ai apprécié aussi cette stratégie de mentir sur son âge? Parce qu'il me semble, corrigez-moi si je me trompe, mais en 23 ans de Koh-Lanta, j'ai pas de souvenir que quelqu'un d'autre ait menti sur son âge. J'ai pas de souvenir de ça parce que dans le débat précédent, j'avais dit que les candidats de Survivor mentaient beaucoup plus sur leur vie privée, notamment les personnes célèbres, donc des acteurs, des sportifs professionnels et tout ça. Dans l'émission américaine, ça ment aussi beaucoup sur les professions. Par exemple, il y a des policiers. Chaque fois qu'il y a un policier, il ment toujours. Il dit qu'il est autre chose. Et je me dis, enfin, dans Koh-Lanta, il y a quelqu'un qui ose mentir sur son identité. Et je me dis, heureusement que Nathalie est dans la saison pour une fois qu'on a ça, alors que ça me semble tellement logique finalement de mentir là-dessus. Parce qu'effectivement, si elle dit à tout le monde j'ai 55 ans, ben, ça lui met une target direct sur le dos. Donc, j'ai beaucoup aimé Nathalie, j'ai beaucoup aimé Steve, parce qu'il était divertissant. Ce n'était pas un clown, ce n'était pas un troll. J'aimais bien sa personnalité. Il a fait pas mal d'erreurs, je reviendrai plus tard dans les points négatifs. J'étais assez déçu pour lui qu'il sorte au premier conseil. J'aurais aimé qu'il aille plus loin, mais voilà, ça se joue entre lui et Nathalie, donc forcément, il y a quelqu'un que j'aimais bien qui allait sortir. Voilà, ça me fait mal aussi parce que ça fait 14 ans qu'il postule et finalement, il n'aura fait que 3 jours. Je suppose qu'il ne reviendra pas, parce que généralement, les first votes, ben, ils sont oubliés pour toujours, parce qu'en 23 ans, il n'y a que Dylan qui est revenu. Mais c'est un candidat que je trouvais cool, que je trouvais intéressant, qui a dit des choses que j'ai bien aimées, mais ça, je reviendrai plus tard. Donc, les 4 candidats que j'ai vraiment aimés, c'est Alicia, Sarah, Nathalie, Steve. Pour cette histoire de Alicia,
Je pense que la réaction qu'on a tous les trois eue en même temps quand Max a dit c'était une de mes préférées est assez révélatrice. Cela étant dit, ici, on condamne tous et on dit tous non à toute forme d'harcèlement ou d'emmerde qu'elle pourra avoir. Parce que j'ai vu que sur un réseau social, elle avait déjà dû mute ses commentaires. Je ne sais pas si elle l'a fait en anticipation ou parce que des gens sont venus l'emmerder, mais c'est le genre de comportement qu'on peut vraiment pas cautionner. Cela étant dit, ouais, c'est sûr, j'ai eu du mal avec elle. Elle était je l'ai pas trouvé très agréable. Je trouvais qu'elle faisait un peu dans la méchanceté gratuite en l'occurrence. C'est sûr, elle dit ce qu'elle pense, mais la question n'est pas tant sur sur la manière dont qu'elle pense que sur la nature de ce qu'elle pense. Et en l'occurrence, elle pense beaucoup de choses assez négatives, notamment envers Émilie. J'ai pas compris. C'est surtout que si t'aimes pas les gens, si t'aimes pas les gens, tu vas avoir du mal à Koh-Lanta en fait, quoi. Et elle, c'est quelqu'un qui aime pas les gens, mais aller loin en n'aimant pas les gens, c'est compliqué. Donc, elle, à part en cachant très bien son jeu, je ne désigne absolument pas un certain gagnant d'une saison de 2010. Mais, ce étant dit, je trouve quand même qu'elle était peut-être plus humble que ce que son portrait pouvait laisser penser, à la fois avec la remarque que Max a citée sur la défaite, et puis le fait qu'elle s'était excusée après l'épreuve d'immunité, alors que dans son portrait, elle disait « je m'excuse jamais ». Bon, c'était un peu obligé de le faire, mais elle est peut-être un peu plus humble que ce que son portrait laissait croire. De toute façon, ils exagèrent pas mal les choses. Et je pense pas forcément qu'elle aurait eu 9 votes contre elle si jamais il y avait eu conseil. Parce que pour moi, l'équipe rouge a un autre élément potentiellement évident à virer en l'état, mais ça peut changer. C'est David. Lui aussi a l'air d'avoir un caractère assez compliqué, semble plutôt affaibli, a eu beaucoup de mal sur la première épreuve, même si lui peut trouver sa rédemption dans des épreuves plus de force. Mais je n'exclurais pas le fait qu'un David jarte au conseil, peut-être même avant Alicia, on ne sait pas trop. En tout cas, je pense que Alicia et David, c'est deux grosses targets évidentes côté tribu rouge. Après, en fait, le problème, c'est que moi, sur cet épisode, j'ai eu plusieurs candidats que j'ai bien aimés, que j'ai trouvé sympathiques, mais je pense pas de giga coup de cœur. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que j'ai moins apprécié ce pilote que celui du Feu Sacré, par exemple. Dans le Feu Sacré, il y avait déjà 2-3 profils qui sautaient aux yeux et où je me disais « Oh putain, je les adore ». Là, c'est moins le cas. Je suspends mon jugement pour la suite. Je sais que j'avais parlé de Sarah. D'ailleurs, dans la lignée de Max, Sarah, si vous passez par là, mon numéro est en description. Promis, je ne vous emmènerai pas à KFC pour date. Je plaisante, bien sûr. Mais donc, Sarah, j'avais bien aimé son portrait, mais en fait, j'ai été assez intrigué par sa démarche au fil de l'épisode. J'ai du mal à savoir si quelle est sa démarche, quelles sont ses intentions. Je dis pas ça de manière négative, je pense qu'on le comprendra mieux par la suite. Sinon, bon, Sébastien a été assez impressionnant. Ricky a occupé un rôle plus important que celui que je le voyais prendre. Il s'est presque rapproché d'un statut de leader d'équipe, notamment sur l'épreuve. C'est sûr qu'il n'a pas le charisme de Amri, qui lui, pour le coup, est vraiment le capitaine d'équipe évident côté jeune. Mais Ricky, assez intéressant. Je ne l'aurais pas forcément vu jouer ce rôle-là. Et puis après, j'ai bien aimé Émilie, je l'ai trouvée assez marrante. Et puis, elle semble plutôt bien intégrée à l'équipe. Je pense qu'elle a un petit potentiel pour aller assez loin, en l'occurrence. J'ai trouvé Océane plutôt intéressante. J'ai été assez impressionné par Aurélien parce que il ne payait pas forcément de mine dans son portrait, mais comme quoi des gens qui n'ont pas de sport dans leur portrait peuvent être meilleurs en sport que des gens qui en ont. Mais donc voilà, Aurélien est assez surpris, mais je pense que si je devais nommer les candidats qui m'ont le plus positivement marqué, probablement Sébastien, probablement Émilie, et puis
Ouais, j'ai parlé d'Amri pour finir sur lui. Il fait quand même un super démarrage, le mec, il n'y a pas à dire. Parce que je trouve que c'est rare, mais je trouve que dans cet épisode, il s'est distingué dans les 4 S. Dans l'épreuve, parce qu'il dirige pas mal son équipe sur l'épreuve de confort. Dans la survie, il fait le feu. Dans le social, il est bien placé, un peu comme team leader, et n'a pas l'air d'être trop contesté. Et même dans la strat, parce qu'il a plutôt une bonne vision de jeu, il a l'air de bien anticiper les choses, etc. J'imagine que tout le monde était concerté pour le split entre Steve et Nathalie. D'ailleurs, quelqu'un avait mis l'accent sur son discours au conseil qui contribue à un peu enfoncer Steve. C'était assez malin aussi. Et donc, Amri a fait un super démarrage. Ouais, on parle de Steve. J'aurais des remarques à faire sur lui, mais sûrement plus tard. L'avis de Lucas dans la majorité, dans la globalité, parce que déjà, on va commencer par Tia. Tia, comme l'a dit, la pauvre, elle va se faire défoncer sur les réseaux. C'est vraiment un fléau qu'on n'arrive pas à combattre décidément. Hein, avec les années, on ne sait même plus quoi dire devant tant de conneries. Donc soutien à elle, malgré que je ne l'aime pas du tout. Certains diront que c'est assez hypocrite parce que Linda dans mon top 100, mais Linda elle a eu un retour qui a changé beaucoup de choses dans mon jugement vis-à-vis d'elle. Tandis qu'Alicia, là, ça part vraiment dès le début dans le clash un peu inutile, un peu méchant, un peu gratuit, comme l'a dit Lucas, et j'ai pas bien aimé. Voilà, tout a été dit sur elle, donc j'en insisterai pas plus. J'ai eu vraiment un avis du coup totalement frais, totalement ignorant des candidats. J'ai vraiment découverte à la minute. Peut-être du coup j'ai moins comment dirais-je, de gros coups de cœur en ce premier épisode, mais il y a quelques candidats que j'ai bien appréciés. Déjà, c'est Jean, je crois, dans l'équipe rouge, le charpentier, parce qu'il a un petit côté Jean-Charles et Jean-Charles ne me laisse pas indifférent. Et du coup, j'aime bien, honnêtement, le petit caractère très reposé, tranquille, qui fait ses petites cabanes et tout. Il y a, chez les jaunes, il y a Océane que j'ai bien aimé. J'ai pas vraiment d'argument, mais j'ai bien aimé sa manière de parler, son côté posé qui réfléchit, son côté curieux de voir la stratégie de Steve, dont on parlait juste après. Moi, j'ai bien aimé son attitude. Concernant Amri, il me l'a laissé un peu sur le mi-chaud-mi-froid, dans le sens où je pensais pas qu'il était champion de karaté et tout, et du coup ça m'a un peu éloigné de lui parce que il est champion d'un sport. Un sport, c'est un peu comme Maxine et tout, on ne me sent pas proche de lui alors qu'il est très sympathique, mais j'ai pas eu cette accroche à cause de ça. Sinon, dans les candidats que j'appréciais, j'ai bien aimé Ricky aussi, oui. Et voilà, je verrai Océane, du coup, Jean, Ricky. Et j'ai bien aimé Alexis aussi, mais parce qu'il a presque mon âge, donc j'en défie bien lui, malgré qu'il soit militaire, et moi pas du tout. Mais voilà. Mais non, parlons de Steve. Désolé Max, je vais un peu te couper l'herbe sous le pied, parce que j'ai envie d'en parler maintenant. Quand j'ai vu Steve, je me suis dit, est-ce qu'enfin on va ne pas avoir un stratège en mousse comparé aux précédentes saisons? Depuis le Galactaire, on a toujours un stratège en mousse qui dit je viens que pour la stratégie, et finalement c'est une grosse désillusion. Je me suis dit peut-être que lui, il connaît Koh-Lanta depuis moult années, il se présente depuis 14 ans, lui, il va peut-être enfin jouer intelligemment et à fond et pas juste mal jouer. Et finalement, un peu déception parce que déjà, il a fait une alliance à 3 qui était sympathique, je dis pourquoi pas. Mais au retour du camp, après l'épreuve d'immunité, j'ai pas compris son jeu. Déjà, il est parti tout de suite chercher le collier d'immunité. Alors certes, c'est le thème de la saison, mais pour moi, il aurait mieux fait de travailler ses alliances. Ça lui aurait plus servi sur le début de l'aventure. Et pour moi, un stratège qui connaît aussi bien Koh-Lanta devrait savoir ça. Bon, admettons, il trouve son collier qui, accessoirement, a un pouvoir assez étrange quand même, de pouvoir sauver 2 candidats. Et moi, j'ai trouvé ça assez maladroit de sa part de faire une victoire de la garde des chefs, de le dire à tout le monde qu'il a un collier, au lieu d'aller en parler à ses 2 alliés, qui étaient du coup Sarah et Alexis, avec qui il aurait pu avoir une certaine confiance, accroître sa confiance vis-à-vis d'eux, avoir à endurcir son alliance pour aller plus loin avec eux. Et du coup, en ne faisant pas ça, ça a totalement détruit son alliance. Alexis le dit au conseil, il a pris ça comme une trahison de ne pas avoir été
averti de ne pas avoir dit la vérité vraiment. Et du coup, ça en est la preuve. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une petite stratégie de la part de Steve, qui se revendiquait comme stratège, de prévenir ses deux alliés qu'il y a un colis qui pourrait protéger 2 personnes. Et dans ce cas, va protéger ces 2 personnes pour le montrer, c'est à leur envie de les protéger. Alors, ça peut être d'un côté grillé parce qu'il protège 2 personnes, comme par hasard, ces 2-là. Mais jouer assez finement, je pense qu'il peut jouer ça sur la corde du mérite, en mode il trouve que Sarah et Alexis sont les plus méritants du camp, comme il l'a dit pour Sébastien, c'est ça son prénom. Et donc voilà, pour Steve, j'ai été vraiment déçu, d'autant plus qu'il a tout de suite revendiqué son aspect stratégique, et ça, c'est très dangereux à Koh-Lanta. Très dangereux à Koh-Lanta. Voilà, et du coup, ça m'a fait rire aussi à la fin où Océane, avant le conseil, Océane et tout, on dit lui c'est The stratège et tout, alors que du coup, non. Et du coup, s'il me demandait, si. Ouais, non, il faudrait un autre. Et est-ce que j'ai fait le tour? Sinon, il y a aussi Pauline que j'aimais bien au début de l'épisode et qui m'a un peu déçu à la fin, à pleurer et tout, en mode je suis perdu, c'est bon, ça sert à rien. Et voilà, j'étais un peu déçu. Je pensais qu'elle serait un peu plus battante que ça. Voilà. Concernant Steve, je me souviens que lorsque Clem avait sorti la vidéo analyse du casting, j'avais dit Steve, je sens que ça va être le stratège en mousse qui va rapidement sortir. Donc, je l'avais vu venir. J'avais vraiment vu venir et je trouve que c'est dommage parce que c'est le genre de candidat dont Koh-Lanta a besoin, en fait. Des gens qui tentent quelque chose, peu importe si ça rate ou non, mais des gens qui tentent quelque chose. J'étais vraiment déçu de sa sortie, même si je m'y attendais. Et pour moi, il a même fait plus d'erreurs que ça. Parce que pour moi, la première erreur qu'il a faite, c'est dès le départ où il a dit, au moment où l'équipe jaune était en face de l'équipe rouge, je crois que c'était au moment où il voyait Denis pour la première fois, Steve a ouvert sa bouche et il s'est dit « je suis stratège ». Et même si les arguments qu'il donne sont vrais, parce que tout le monde est stratège, absolument tout le monde, même la personne la moins stratège de tout Koh-Lanta est stratège. Parce qu'à partir du moment où tu dois inscrire un prénom sur un bout de papier, il y a toujours une raison derrière, même si tu es la personne la plus faible de l'équipe, ou bien tu as demandé à partir, ou tu n'es pas de mon alliance. Mais même ça, c'est de la stratégie. Donc Steve avait entièrement raison, mais c'est trop tôt. C'était trop tôt, c'était maladroit, c'était trop mis en lumière. Et ça, c'est une première erreur. En fait, avant même que le jeu commence, il s'est mis une cible. Je suis la personne la plus dangereuse stratégiquement de votre saison. Au bout d'un moment, tu attires les mauvaises ondes sur toi. Et même dans Survivor, c'est la même chose. Tous les gros stratèges, quand ils font des retours, il y en a plein, ils dégagent au 2e épisode. Parce qu'ils sont mis trop en avant, mais c'est la même chose. Donc pour moi, la première grosse erreur, c'est celle-là. La deuxième, c'est effectivement chercher le collier dès le premier épisode. Parce que quelque chose qu'on ne pense pas forcément, c'est pendant la période où tu vas chercher ton collier dans la forêt, c'est un moment où tu n'es pas avec les autres. Donc c'est pas un moment où tu sociabilises avec les autres candidats. Et le social, c'est super important dans un jeu pareil, surtout avec des inconnus. Avec des inconnus, les premières heures, les premiers jours, c'est limite les plus importantes de l'aventure. Je comprends pourquoi il est allé chercher un collier, mais comme vous l'avez dit, je pense qu'il aurait fallu moins faire de choses et plus travailler sur ses alliances et son social. Et la troisième erreur, c'est effectivement révéler son collier devant tout le monde. Je pense pas que ce soit une telle erreur que ça. Je pense en fait le problème c'est que il a fait ça d'une façon maladroite, c'était pas crédible. À mon avis, peut-être qu'il aurait dû en parler à Sarah et Alexis, c'est vrai, mais je pense que ce qui aurait été encore plus fort, et c'est ce que les Américains font énormément, c'est tu ne dis rien jusqu'au conseil et à la première question le présentateur t'adresse la parole, tu dis Denis, j'ai un collier. Tu ouvres ton sac, tu sors ton collier. Avant même qu'on vote, tu sors ton collier. Ça fout toujours le bordel. Et je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. Ne rien dire. Tu ouvres ton sac. Denis, regardez, j'ai un collier. De dire ça juste avant les votes. Et en plus,
c'est même pas révéler son collier devant les autres qu'il a perdu, c'est qu'avec les colliers, il y a des messages. Et justement, ce qu'il aurait dû faire, c'est sortir son collier juste avant les votes, sortir le message avec, et là, ne pas montrer le message aux autres, mais simplement de lire et de transformer les phrases pour faire sorte que le collier, tu dois le jouer ce soir, ou alors tu inventes que tu dois sauver une deuxième personne. Enfin, tu inventes quelque chose, mais qui doit être crédible. Et c'est pas ce qu'il a fait. Il a révélé son collier trop tôt à tout le monde et de façon maladroite. C'est ça qu'il a perdu. Et je suis assez surpris quand même qu'il y ait 6 personnes qui aient quand même osé le voter. Parce que ça, c'est quand même risqué. Parce qu'à la place du Nathalie, et moi, je me serais posé la question, mais est-ce que voter Steve, ce serait pas suicidaire? C'est-à-dire, imaginons si son histoire est vraie, mais mon vote est blanc alors. Alors je suis la deuxième personne la plus en danger. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas voter Pauline à la place de Steve? Moi, je vous dis franchement, j'aurais probablement voté Pauline à la place d'une personne comme Nathalie au lieu de Steve. Bon, ok, Steve est parti avec 6 votes, mais je trouve qu'il y avait du potentiel chez ce candidat. Il a juste été maladroit, alors que je suis vraiment dommage, en fait. Je suis vraiment un peu déçu, mais c'est le candidat que l'émission a besoin. Je préfère un first boot comme ça qu'une personne qui sort juste parce que c'est la plus faible et qui ne se bat pas pour rester. Je préfère franchement un candidat comme ça. Mais oui, mais je vais en revenir plus tard au collier de Steve. Là, je parle que de Steve en lui-même, mais dans les mois, je parlerai du collier en lui-même. Puisqu'on est sur Steve, je vais étendre un peu sur ce sujet-là. Il y a un point. Déjà, avant toute chose, j'ai une théorie. On a avec nous un Max belge dont le cerveau tourne à 4000 à l'heure, qui est là, élabore des stratégies de malade. Est-ce qu'on ne serait pas depuis le début avec Maxime de Radjan en pâte, en fait? En vrai, il a de bonnes idées, mais je pense que mes idées, ce serait encore un level au-dessus. Vraiment. C'est marrant, ça, c'est le genre de choses qu'on aurait bien pu dire dans Koh-Lanta, vu qu'il était un peu arrogant et tout. Du coup, pour Steve, je partage totalement le constat de Max, justement, qui est que, à mon avis, l'erreur majeure qu'il fait, c'est de marquer avec ses grands sabots de stratège. Je sais que certains ont dit nanana, mais c'est Denis Brognard qui lui pose la question, machin chouette, il le met dans la sauce. Point avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, parce que premièrement, Denis, il pose des questions compromettantes à littéralement tout le monde. C'est aussi le taf des candidats de réussir à essayer de les contourner, ce que Steve n'a absolument pas cherché à faire. Et puis deuxièmement, vu comment tout le monde disait « Ouais, Steve s'est revendiqué stratège, etc. machin chouette », vu comment c'était un point qui revenait beaucoup dans la discussion, je suis persuadé que cette scène avec Denis Brognard, ce n'est pas le seul moment où il l'a dit et qu'il a pu le redire à d'autres, etc., contribuant ainsi à sa mauvaise image. Ça, pour moi, c'est son péché originel. Et puis le fait de montrer son collier, j'ai du mal à dire, mais en fait, c'est surtout que, pour moi, quoi qu'il arrive, il jouait une arme à un coup, dans le sens où si son bluff passait, la tribu en avait encore plus après lui qu'elle n'en avait déjà, et il avait zéro chance de s'en sortir à ce moment-là au conseil suivant, à part en trouvant un autre collier. Ce qui m'a plutôt étonné, et en fait, vous voyez le collier, j'étais persuadé que seul son porteur pouvait l'utiliser et que par conséquent, Steve ne pouvait pas le passer à quelqu'un d'autre pour qu'il l'immunise. Sauf que dans une interview, Steve avait l'air de dire que si, c'était possible en fait. Ça m'a un peu étonné. Mais si c'est possible, c'est vrai que je me demande un peu pourquoi il ne l'a pas fait. Peut-être simplement parce que personne n'aurait voulu l'immuniser compte tenu des circonstances. Mais là, à ce moment-là, en montrant le papier, etc., la carte de l'honnêteté aurait été plus crédible. Parce que si ce qui joue contre lui, ce n'est pas tant le fait qu'il monte le collier que le fait que les gens se disent « Putain, c'est bizarre, il est très honnête d'un coup alors qu'il a arrêté, je suis stratège, etc. » machin chouette, il en dit sous roche. C'est comme le disait, je crois, Océane, il en a dit à la fois trop et pas assez. Par contre, cela étant dit, un choix que j'ai trouvé plutôt intelligent de sa part, c'est le choix de qui il a protégé, en l'occurrence. Je pense que s'il avait survécu au conseil, c'est un choix qui aurait pu être bon pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a pas protégé Alexis et Sarah
ça aurait pu mettre une target sur eux en mode « Ah, vous êtes alliés avec lui, etc. » Deuxièmement, je pense que c'est pas mal ce qu'il a fait. Il a protégé un leader d'équipe, donc c'est rendu un peu plus sympathique auprès de lui, Sébastien, et a protégé Pauline, une autre personne à la marge de l'équipe. Ça aurait pu lui permettre de s'en faire une alliée s'il était resté. Donc ça, les personnes qu'il a sélectionnées, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais choix, mais dans l'ensemble, il a pas mal fait de bourde. Et bon, il a quelque chose de Alexandre du Feu Sacré, même si il y a aussi quelques différences entre eux, mais dans le gameplay, dans l'approche du jeu et tout ça, c'est assez proche. Désolé de te faire cet affront, Clem, mais mais je trouve qu'il est un peu plus sympathique qu'Alexandre, ça dit. Je plaisante, me tape pas. Mais du coup, en fait, je pense que clairement Steve, bon, il a le profil du stratège pétard mouillé, etc. Mais il n'y a pas à dire. Il a quand même battu un record niveau pétard mouillérisme. Sauter au premier épisode, c'est quand même... Et puis surtout, réussir à sauter premier épisode avant une doyenne qui était toute désignée pour ça. Et ça me permet justement de basculer sur Nathalie, que j'ai trouvé plutôt douée dans cet épisode. Elle a eu de la chance qui est Steve, c'est vrai, mais je trouve aussi que là où elle a été assez maline, c'est qu'elle n'a pas passé trop de temps à chercher un collier, elle a passé plus de temps à sociabiliser avec la tribu. Passer beaucoup de temps à chercher une arme, c'était l'erreur que Célia avait faite la saison d'avant, par exemple. Mais elle n'a pas passé trop de temps à chercher un collier, elle a plus sociabilisé. Et je pense que c'est quelque chose qui a plutôt joué en sa faveur aussi. Donc, je salue aussi la perf de Nathalie parce que survivre au premier épisode, c'était pas évident. Beaucoup la voyaient en first boot. Elle a réussi à y échapper et elle est visiblement aussi consciente des choses, on va dire, qu'elle le laissait penser dans son portrait. Juste un dernier mot sur Nathalie, c'est ça, oui, que j'ai bien aimé aussi, juste pour dire ça. Et aussi par rapport du coup à Steve aussi, je suis d'accord avec Max sur le fait que sachant d'avoir un force boot comme ça, qui n'est pas toujours la doyenne, là c'était un jeune stratège, ça changeait, ça a fait du bien. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas non plus détesté cette élimination. D'autant plus que moi aussi j'aimais bien Steve de base, je pensais que ça allait être enfin avoir un stratège qui n'était pas en mousse, et bah si du coup j'étais un peu déçu, mais pas totalement non plus grâce à ce point qui est que c'est un force boot qui change, surtout comparé aux dernières saisons. Juste sur Steve, qu'est-ce que j'ai à dire de beau? Bon, après, je vais pas m'étaler parce que, étant donné que j'en ai parlé dans ma review que j'essaye d'exporter, moi, je trouve que effectivement, dès le départ, comme l'a dit Max, il a mal joué dès le début en s'affichant en tant que stratège. Ça n'avait aucun intérêt. Enfin, vraiment, des fois, je me dis, excusez-moi, mais c'est censé être des fans de Koh Lanta. Enfin, pas tous. Il y en a plein qui regardent pas Koh Lanta quand ils font Koh Lanta, mais Steve, en tout cas, est un fan de Koh Lanta. Ça fait 14 ans qu'il essaye de s'inscrire et il n'a même pas appris des anciens stratèges de Koh Lanta, comme des Adrien de Quatre Terres, même Alexandre du Feu Sacré que j'aime beaucoup, mais qui effectivement c'était un chat. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était voilà, je comprends pas les gens qui ne prennent pas de leçons par rapport aux anciennes saisons de Koh Lanta, surtout quand on est vraiment fan. Quand on ne regarde pas trop l'émission et qu'on regarde vite fait 2-3 épisodes, ok. Mais lui, il a vraiment regardé, on a l'impression que il a toujours voulu faire cette émission. Donc voilà, inexplicable. Et j'avoue que moi, j'avais pensé à un autre truc pour le collier. Étant donné que lui, dans sa tête, Sarah et Alexis étaient dans son alliance. Il ne se doutait pas que Sarah jouait sur 2 tableaux, en tout cas. Alexis, un peu moins. Alexis était vraiment, je pense, allié avec Steve si Steve n'avait pas fait n'importe quoi à la fin. Moi, à la place de Steve, étant donné que je n'aurais pas fait le coup de Max pendant le conseil, je n'y aurais même pas pensé. Je serais allé voir Alexis ou Sarah, enfin un des deux à qui je fais le plus confiance. Je lui aurais donné le collier et je lui aurais dit tu le joues et tu le joues pour moi. Si tu veux, je te fais confiance en te révélant que j'ai un collier. Et moi, en échange, tu me protèges parce que ce collier ne peut pas me protéger. Donc, tu le sors au conseil en surprise. Et je te dis, ça me permet de sauver 2 candidats. Je vais sauver n'importe qui. Alexis et, par exemple, Steve. Ah, il y a Max qui veut intervenir et ça l'a énervé. Non. Mais moi, je pense que la raison qui a fait qu'il n'a pas donné son collier, c'est, à mon avis, il ne pensait pas sortir. Je pensais même qu'il y avait un monde où il pensait qu'il n'aurait même pas un seul vote contre lui.
C'est pour ça, à mon avis, ça n'était pas en danger. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Parce que là, c'est assez incompréhensible. Hein. Je pense que ça aurait pu marcher avec Alexis, mais pas avec Sarah en l'occurrence. Sarah, je pense pas qu'elle l'aurait protégée, mais je pense qu'elle lui aurait dit, non frère, dégage, j'ai pas envie de me mettre dans la merde, etc. Alexis, il aurait peut-être pu le faire. Mais d'ailleurs, justement, puisqu'on parle d'Alexis et de Sarah, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont ils se sont un peu débarrassés du fardeau Steve? Parce que je trouve que les deux ont cherché à faire ça dans l'épisode, on l'a vu. Sarah en se mettant de l'autre côté tout en disant mais attendez, j'ai tout de même promis à Steve, je ne peux pas voter contre lui, etc. Je me demande pourquoi elle n'a pas simplement prétexté le split en 4 colliers pour ne pas voter contre lui. Tout le monde aurait compris si elle avait donné cette excuse. Donc Sarah d'un côté qui a cherché à faire ça, à se greffer au groupe tout en disant attendez, j'ai promis machin chouette. Et Alexis qui de son côté a plus misé sur le fait de voter contre lui au conseil, etc. Et de dire assez ouvertement tu m'as trahi en fait, machin. Enfin, les deux ont clairement cherché à se débarrasser ouvertement du fardeau Steve, à montrer qu'ils n'étaient pas avec lui. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé de ça. Est-ce que vous pensez qu'ils s'y sont bien pris ou est-ce que ça peut leur compliquer la tâche ensuite? Moi, je pense que ça va pas leur porter ça préjudice parce que Sarah est bien intégrée avec Océane, notamment. On voit qu'elles s'entendent très bien parce qu'elles ont à peu près le même âge et tout, la même vision de la vie et tout, donc elles s'entendent très bien. Et je pense qu'Alexis aussi, plutôt intégré peut-être plus avec les hommes, lui, mais je pense pas que ça apportera tant ça préjudice, d'autant qu'Alexis a dit en conseil qu'il s'est fait trahir et tout, en mode c'est pas le méchant de l'histoire et tout, donc je pense pas que les autres vont lui en tenir rigueur. Et pour Sarah aussi, parce qu'elle a l'air d'avoir un très bon social, tout simplement. Donc moi je pense qu'ils sont bien pris. Et ouais. Et je pense aussi que Sarah s'est rendu compte que qu'elle avait peut-être fait une alliance un peu trop tôt, qu'elle s'était pas rendu compte qu'elle était si proche d'Océane que ça avant de faire son alliance et que elle aurait voulu revenir en arrière, mais que elle a vu qu'elle avait promis à Steve, c'était compliqué pour elle tout de même, tu vois. Et je pense que si elle avait pu s'en empêcher, elle aurait dit à Steve non, je ne m'allie pas avec toi. Mais, Il y a un peu de ça, mais c'est vrai qu'Amri avait l'air de se méfier de Sarah en l'occurrence. Il s'est méfié pour ça, je pense, justement, parce que il s'est dit elle a l'air du genre à donner sa parole à tout le monde, il faut faire gaffe quand même. Moi, je suis d'un avis un peu différent. Moi, je pense vraiment que déjà, l'erreur de base, c'est de s'être allié à Steve alors qu'ils étaient que 3. À la place de Sarah et Alexis, j'aurais d'abord recruté 2-3 autres personnes. J'aurais par exemple recruté d'abord aussi d'avoir une alliance à au moins 4 ou 5 personnes. Et dès que tu as au moins ces 4 ou 5 personnes, alors après, tu intègres Steve. Mais tu l'intègres dans le sens où il ne doit pas comprendre qu'il est le fusible qui va être le premier sorti une fois qu'il ne restera que ces personnes de l'Alliance. Donc, moi, je pense que la sortie de Steve, c'est surtout problématique pour Sarah, parce que Sarah a quand même voté contre Nathalie, contrairement à Alexis, qui, pour moi, a plus trahi Steve. Très honnêtement, j'aurais pas voté contre Steve à la place d'Alexis. Alors, ok, s'il avait voté Nathalie, ça aurait été fait 5-5. Mais admettons, Alexis est le vote déterminant. Moi, j'aurais sorti Nathalie et j'aurais gardé Steve dans le sens où Steve, s'il survit au premier conseil, il va être encore plus en danger dans le deuxième. Donc, je vais plus facilement me débarrasser de Steve au deuxième conseil qu'au premier. Alors que si l'équipe jaune retourne au conseil, je trouve pas que ce soit tant évident que ça que Nathalie sorte. Parce que voilà, pour moi, Nathalie n'était pas une first put aussi évidente que ça, parce que pendant très longtemps, elle n'était pas en danger, en fait. C'est seulement vers la fin de l'épisode où on se rend compte que ça se jouerait entre Nathalie et Steve, mais pendant longtemps, Nathalie n'était pas en danger. Et je pense que Alexis n'est pas allié à Nathalie. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais pas voté contre Steve, moi, j'aurais voté contre Nathalie à la place d'Alexis. Comme ça, j'élimine quelqu'un
qui est la doyenne, qui n'est pas dans mon alliance. Je garde Steve auprès de moi. Je m'interroge quand même, est-ce que je peux quand même lui faire confiance, oui ou non? Parce que ça, c'est une question à laquelle on doit se poser. Est-ce que je fais confiance à cette personne, oui ou non? Alors pour Alexis, non. Steve n'est pas quelqu'un de confiance parce qu'il m'a menti. Moi, j'aurais joué différemment. J'aurais gardé Steve au moins un conseil de plus. Et si je me rends compte qu'il vaut mieux qu'il parte, je le laisserai partir au deuxième conseil. Parce que là, Steve, il aurait été encore plus en danger. Donc oui, Alexis s'est bien débarrassé, mais parce qu'il a voté contre lui. Mais je pense pas que c'était ce qu'il fallait faire. Mais après, tu vois, le fait qu'il ait voté, merde, qu'est-ce que j'allais dire? Ce que tu as dit sur le fait que techniquement c'était peut-être plus malin de garder Steve pour le deuxième conseil. Je pense que ce que la tribu a pu se dire, c'est Steve est susceptible de mettre encore plus de bordel s'il reste 3 jours de plus, et pas Nathalie en l'occurrence. Je pense que mais justement, c'est justement pour ça, parce que plus il met le bordel, moins je suis concerné par les dramas autour du bordel, plus ma place dans l'équipe est bonne. Parce que pour moi, Nathalie n'est pas une alliée d'Alexis. Pour moi, garder Nathalie, stratégiquement, ça n'a aucun sens. Alors, ok, peut-être que Steve, je ne peux pas lui faire confiance, mais est-ce que Steve va voter contre moi? Ben non, parce que je suis dans une alliance à 3 avec lui, donc Steve ne va pas me voter au prochain épisode. Donc moi, à la place d'Alexis, moi, je suis pas convaincu que ce soit une bonne chose d'avoir sorti Steve. Franchement, j'ai un doute. Je suis pas convaincu qu'il ait fait le bon choix. Parce que justement, c'est une bonne chose, en fait, de laisser quelqu'un foutre le bordel sur le camp. Parce que si tu laisses quelqu'un foutre le bordel sur le camp, les gens vont se disputer, il y aura des dramas, il y a des gens qui vont commencer à se détester. Et quand il y a des gens qui vont commencer à se détester, ben, ils vont vouloir éliminer leur complot. Et toi, tu es tranquille vu que tu n'es pas concerné. Ben, c'est la stratégie du monsieur Russell, le fameux Russell de Survivor. C'est ça sa stratégie. Son but, c'est je fous la merde sur le corps dès le premier jour, je divise pour mieux régner. C'est exactement comme ça que j'aurais fait. Tu laisses Steve foutre le bordel pas possible. Tu laisses Steve foutre le bordel pas possible. Tu ne te mets pas en avant dans les dramas, tu restes de ton côté, tu laisses les gens s'engueuler, s'entre-détruire, et ça te fait des conseils tranquilles. Où tu n'es pas sûr, je suis pas sûr que beaucoup de candidats voient les choses comme ça à KL en vrai. Non, très peu voient les choses comme ça, mais moi je m'interroge vraiment si le vote d'Alexis était bon ou pas. Moi, si je vais dire ça comme ça, je dirais même que c'était une erreur stratégique. Carrément. Parce que donc là, ils ont fait une alliance à 3. Donc théoriquement, le Steve, jamais il t'aurait voté avant très longtemps. Après, Alexis a très bon social de ce que j'ai l'impression. Donc, à mon avis, Alexis ne sera pas du tout en danger lors des prochains conseils parce que, de toute façon, il y a deux targets. Ben, il y a Nathalie. Ça ne m'étonnerait pas que Pauline sorte avant Nathalie parce que quand j'ai vu les portraits des candidats, moi, je ne voyais pas Pauline aller très loin. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas que Pauline fasse un abandon dans quelques épisodes parce que je ne la sens pas aller loin, la Pauline. Elle n'a pas l'air d'apprécier son aventure, elle n'a pas l'air d'apprécier l'équipe, elle n'a pas l'air intégrée dans les stratégies. Ok, elle a voté dans le bloc de 6, mais son vote n'était pas nécessaire pour sortir Steve. Je ne pense pas que Pauline ira très loin dans le jeu. En tout cas, si elle ne change pas d'attitude, de comportement. Donc ça pour dire qu'elle ne sera pas en danger durant les prochains épisodes normalement. Scénario catastrophe, Alicia sort au deuxième conseil, Pauline abandon volontaire au troisième épisode, Alicia revient en vertu de la règle du feu sacré. Mais la prod en serait capable de dire Alicia, elle va faire de la pub sur les réseaux sociaux. On va l'amener loin, Alicia. La prod, elle tient en Alicia un sacré personnage, je pense. C'est pour ça qu'ils l'ont sélectionné. Il en faut des gens comme ça, parce que c'est pas pour rien que moi j'aime Linda. Alors, est-ce qu'on peut passer au point positif? Parce qu'on commence toujours par le positif. Je t'avoue que j'ai rien mis en point positif. Pas parce que j'en ai pas, mais parce que j'ai beaucoup aimé l'épisode dans l'ensemble.
Donc, j'ai juste 2-3 points négatifs à citer. Si tu veux, je les cite maintenant. On va peut-être faire d'abord les points positifs. Donc, Max, tu en as aucun. Très bien. Non. J'ai dit tout à l'heure, les points positifs, je ne les trouverai pas forcément dans le casting à ce stade. Je ne pense pas qu'ils soient mauvais, c'est plus l'absence de gros coups de cœur qui fait que. Alors, si je devais citer 2 points positifs, je dirais plutôt, premièrement, la réalisation. Je sais que c'est un peu le point facile, mais c'est vrai, c'est bien foutu. Il y a des bonnes musiques. Visuellement, c'est excellent, je trouve. Et puis, aussi, cette espèce de petite marche dans la jungle, là, où ils vont vers les radeaux, ça faisait un bail. Il me semble qu'on n'avait pas vu de séquence comme ça, donc je trouve que c'est assez intéressant. Et puis l'autre point positif, je dirais l'épreuve d'immunité, tout simplement. C'est une nouvelle épreuve, même si elle reprend partie des éléments d'épreuve ayant déjà existé. Ils ont prévu un truc pour que l'équipe qui a un élément ne réussissant pas puisse quand même avancer par la suite. C'est bien qu'ils aient fait ça, je pense. Et puis, ouais, le truc en 2 faces, c'était vraiment pas mal. J'ai été surpris que les jaunes perdaient. J'étais un peu, je pense que je suis un peu plus team jaune que team rouge en l'état. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais comme le disait ma mère après l'épisode, les jaunes, ils ont probablement perdu l'immunité parce qu'après avoir passé le pont de corde, ils pensaient déjà avoir gagné. Mais voilà, l'épreuve d'immunité, très bon point. C'était une super épreuve et puis vraiment épique avec des rebondissements et tout. Et j'ai bien aimé la réalisation en général. Bon, je préviens, c'est Monsieur Nostalgie qui va parler ici, donc là, tout d'abord pour dire, il faudra mettre ta mère dans les débriefs parce que c'est une très bonne analyse de sa part. Et donc, pour commencer, moi, on va faire dans l'ordre un peu chronologique de l'épisode. J'ai bien aimé l'entrée en camion. Voilà, ça rappelle un petit peu l'île au trésor, par laquelle je commence à avoir un peu de nostalgie, même avec le temps qui passe. J'ai bien aimé tout. D'ailleurs, il y a eu un peu cette même lignée avec le voyage, la promenade dans la rivière. C'était en fait quasiment la même chose que l'île au trésor et c'était sympathique. Quasiment 10 ans après, mon Dieu. Et donc voilà, c'était par exemple un exemple que j'ai bien aimé. Le rythme était plutôt bon. Je me suis pas ennuyé. Les 1h30 sont passées assez bien. Enfin, je sais pas combien de temps dure l'épisode, mais on va dire oui. Donc c'est plutôt bien passé parce que il n'y avait pas eu de phase longue. En même temps, c'est un premier épisode. Celui-là était plutôt cool. Après, honnêtement, quand je suis sorti de l'épisode, je me suis dit, ça sera pas un épisode pilote, comme on dit, que je retiendrai, qui sera dans le plus mémorable. Mais comme tous les épisodes pilotes, il fait bien le café. Il est plutôt sympa à regarder. Et voilà, j'ai bien aimé. Un peu dans la même lignée que celui du Feu Sacré, qui était sympathique à regarder. Donc là, c'est un peu la même lignée du coup. Donc le rythme était plutôt bon. Il y a eu 2 fois la musique de l'épreuve originelle, enfin voilà, celle qu'on connaît tous. Voilà, j'ai bien aimé, bien sincèrement, ça fait plaisir de la retrouver cette musique. Ouais, le rythme surtout de l'épisode qui était vraiment pas ennuyeux à regarder, j'ai bien aimé, ouais, franchement. Les premières épreuves, on sait le bélier, c'est un classique qui commence à être souvent fait au début des aventures. Donc c'est toujours cool à regarder, ça permet de voir quelle équipe va bien s'entendre et quelle équipe va pas s'entendre. Donc là, on se dit que les 2 équipes vont bien s'entendre a priori, vu que ça s'est bien passé, la coordination. Et la seconde épreuve, j'ai bien aimé l'idée de fusionner ces 2 épreuves qui étaient habituellement séparées, qui faisaient seule à seule. Donc c'était sympa. Mais il y a un point que je dirais dans mes points négatifs vis-à-vis de cette épreuve que je garde pour après du coup. Et voilà, sinon, comme l'a dit Lucas pour le casting, j'ai pas encore de coup de cœur pour pouvoir dire si c'est un bon casting ou non pour moi. Donc voilà, c'était mes points positifs. Sur l'histoire de la cohésion des équipes, je suis d'accord avec Dany sur le fait que l'équipe jaune semble plutôt soudée. Pour la rouge, j'en suis moins certain. Il y avait l'air ça se fritait tout de même pas mal dans l'épreuve de confort. Et puis je pense que l'équipe rouge a peut-être plus de tempérament. On pense bien sûr à Alicia et David, mais c'est peut-être pas les seuls. Plus de tempérament qui pourrait faire que collectivement, ça pourrait être plus compliqué. Même si cela étant dit, je trouve qu'ils ont été assez irréprochables dans l'immunité. Ils ne sont pas agacés contre Alicia et David. Donc peut-être que ça pourrait être bien, mais je sais pas, j'étais mitigé sur ça.
Bah, il y a un point qui m'a fait dire que ça ne sera pas si pire que ça, parce que tu as dit il y a deux gros caractères qui sont Alicia et David, ça c'est sûr, on l'a vu. Mais inversement, on a vraiment des personnes vraiment calmes, comme Jean, il a l'air vraiment posé, a l'air en mode de calmer les débats et tout. Et du coup, je me dis que ça contrebalance là où l'équipe jaune, c'est vraiment une équipe de gens normalement, on va dire, normaux, qui sont tempérés, on va dire. Tandis que les rouges, là, c'est le pôle Nord et l'Équateur, quoi. Ça se complète bien, les deux. Du coup, je me dis que l'équipe rouge, une fois débarrassée des points, des gros tempéraments, parce que je pense clairement qu'Alicia va bientôt partir quand on voit le trailer de l'épisode 2 qui est en fin d'épisode. Donc je pense qu'il y aura du rififi sur la plage rouge. Voilà. Après, est-ce que David va continuer longtemps ou est-ce sa santé va lui faire défaut? Je ne sais pas. Et je pense que David, lui, pourrait continuer longtemps. Il a l'air bien intégré quand même, malgré son gros caractère. Donc je me dis qu'il n'y aura pas non plus de gros clash cette saison, à part au prochain épisode. Maintenant, vos points négatifs. Et je pense que Max a plein de choses à raconter. Oh, pas tant que ça. C'est comme je disais, si j'ai pas de points positifs, c'est parce que globalement, j'ai beaucoup aimé l'épisode. C'est juste que j'ai quelques petites choses qui m'ont un peu posé question. Je suis assez surpris que vous mettiez l'épreuve d'immunité dans les points positifs. Moi, j'en mettrais plutôt dans les points négatifs. Parce que je trouvais que l'épreuve en elle-même n'était pas terrible. Je trouvais que, pas le déroulement, pas la remontada, mais l'épreuve en elle-même n'est pas terrible, je trouve. Et si vous avez bien remarqué, vous avez sans doute vu que les gens qui étaient plus petits, qui étaient plus costauds, ils avaient beaucoup de mal sur cette épreuve. Je pense à Alicia qui est énormément tombée, David qui est aussi assez petit et costaud, qui est aussi beaucoup tombé. C'est une épreuve qui avantage beaucoup les gens qui sont assez grands, maigres et longilignes. Et si vous avez remarqué, ces gens-là, l'épreuve, c'était un jeu d'enfant pour eux. Et une personne comme Alicia qui est petite et costaude, mais pour elle, c'était beaucoup plus difficile. Et je crois qu'on ne se rend pas compte, en fait. Pour moi, l'épreuve n'est pas équitable. En plus, comme j'ai dit, je la trouve pas terrible. Parce que l'épreuve, c'est juste passer d'un point A à un point B. Et après, on se met tous à 10 sur une poutre. Je veux dire, c'est le genre d'épreuve que tu peux faire avec des gamins de 9 ans. Non, mais tu mets une table, retourner, tu dois classer des enfants du plus grand au plus petit, quoi. Enfin, tu dois tenir en équilibre, mais moi, c'est pas le genre d'épreuve que je trouve cool. Si j'avais été producteur, je pense que j'aurais mis l'épreuve des vasques. Parce que pour moi, c'est la meilleure épreuve par équipe qu'on peut mettre sur un premier épisode. J'aurais mis cette épreuve-là. Sinon, un peu comme chaque année, on dit aux candidats pas de riz, et nous savons tous que quelques épisodes plus tard, on va leur en offrir. Donc, moi je me pose la question, si on ne donne pas de riz aux candidats, est-ce que c'est peut-être justement parce que quelques épisodes plus tard, on va faire un remixage des équipes? À mon avis, c'est pour ça. Et qui dit remixage des équipes dit que je vais me fâcher dans quelques épisodes. Et ça, c'est autre chose. Alors, un gros point noir, mais gigantesque point noir, et je l'ai dit dans le débat. Oui, est-ce que vous avez vu toutes ces scènes où on a caché des colliers? Est-ce que vous n'avez pas pensé à ce que j'ai dit la dernière fois? Dans cette saison, les chasseurs d'immunité, on ne sait pas combien de colliers il y en aura. On ne sait pas quel type de pouvoir il y aura. On ne sait pas quand les colliers ont été cachés. On ne sait pas si la production veut influencer telle ou telle chose. Évidemment, combien d'informations de ce genre on a indiquées aux candidats et aux téléspectateurs? Aucune. Donc, autrement dit, la production va faire un peu ce qu'elle veut avec les candidats. Donc ça, c'est un gros point négatif, mais j'ai envie de dire pour la suite de la saison. Excuse-moi, juste pour dire, pour le collier, même si ça va être un point négatif que tu vas sûrement dire, j'avoue que j'étais plutôt content j'étais partagé, mais
qu'il ait un collier Steve qui ne soit pas forcément efficace sur le premier conseil. Ça prouve un petit peu que la prod n'a pas posé un collier en mode tiens, tu vas te faire sauver tout de suite. Voilà, est-ce que la prod l'a fait volontairement, je ne sais pas, qu'ils s'en foutaient de Steve, qu'il sorte ou pas, mais sur le coup je me dis au moins c'est pas un truc qu'il sauve direct facile quoi. Voilà. C'est bien que tu le dises parce que ça m'a énormément étonné. Se dire, il trouve un collier qui ne le sauve pas alors que c'est le target numéro 1. Donc ça, c'est étonnant, mais c'est bien que tu le sais. D'ailleurs, j'aurais même pu le dire en point positif, c'est que parce que contrairement aux armes secrètes où les gens ont trouvé toujours l'arme, la seule qui pouvait les sauver, là, c'est différent, mais oui. Après, comme j'ai dit, on ne sait pas quand a été caché ce collier. Est-ce qu'il a été caché dès le début? Est-ce qu'on l'a caché 20 minutes avant que Steve le trouve? Ça, on ne sait pas. Maintenant, j'ai un point d'interrogation aussi, c'est la composition des équipes. Alors ça, c'est pas un point positif, c'est pas un point négatif. C'est juste une question que je me pose. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas que la prod fasse les équipes. À une condition, c'est que les équipes soient équilibrées. Pour l'instant, je pense que c'est plus ou moins le cas, même si j'ai trouvé les jaunes supérieurs, même s'ils ont perdu l'épreuve d'unité. En revanche, ça peut détruire des saisons à elles seules. On l'a vu au combat des héros, où à chaque fois, il y a une équipe qui était plus forte que l'autre. Et il y a une saison qu'on adore surcoter monstrueusement, c'est Raja Ampat, parce que la prod avait fait les équipes. Et l'équipe jaune est pour moi l'une des plus mauvaises qu'il y a eu de toute l'histoire, parce qu'on a eu 3-4 très mauvais candidats dans l'équipe jaune. On a eu 2 abandons, on a eu GG, on a eu Benoît qui a abandonné sans le dire devant les caméras, on a Caroline qui poussait aux abandons, on a Dédisia, enfin je veux dire l'équipe c'est une catastrophe sur pattes. Je suis désolé mais ça pourrit le... On a beau dire Raja Ampat c'est une saison exceptionnelle, ça a pourri toute la saison pour moi. Mais 4 victoires consécutives au tout début quand même. Ouais mais après t'as eu tellement de défaites, ça ne changera rien. En fait, pour moi, c'est pas une bonne équipe. Donc, c'est dangereux que la prod fasse ses équipes. Mais moi, ce que je voulais surtout revenir, je trouve ça dommage qu'on ait commencé avec 20 candidats. Parce que quand on a révélé le casting 20 candidats, je me suis dit, oh non, ils vont refaire 2 équipes de 10. Et moi, je me suis dit, est-ce que ça n'aurait pas été le moment idéal pour retenter un truc avec 4 équipes de 6 ? Ou alors, vu qu'on va faire venir 2 nouveaux candidats, il y aura 22 candidats dans la saison. Et 22 candidats, ça aurait été parfait pour faire quelques épisodes en phase individuelle. Donc moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas tenté quelque chose de différent pour la composition des équipes. Parce que, ok, la nouvelle matière dans la saison, c'est l'apparition de ces colliers, mais... Si c'est la seule nouveauté, je trouve ça un peu dommage. Voilà, moi, je trouve ça dommage que la prod n'ait pas osé proposer autre chose. Parce que moi, je vous dis, ça aurait été l'occasion idéale de remettre 24 candidats, faire 4 équipes de 6. Et on regarde comment se comporte le jeu. Au niveau des colliers, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais je suis d'avis que cacher les colliers dès le premier épisode, c'est trop tôt. Et je le dis dans toutes les saisons, pour moi, les colliers doivent apparaître un peu plus tard. C'est trop tôt le premier épisode avec déjà des colliers. Moi, je suis du genre à penser que les colliers devraient apparaître vers le 10e jour, donc au 4e épisode. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. En fait, par rapport à la remarque du collier, perso, ça me paraît pas impertinent qu'ils soient là dès les premiers jours, dans le sens où s'ils apparaissent plus tard, les profils types des personnes évincées en premier, typiquement la doyenne, ce genre de choses, etc., ont une chance d'accéder à un collier dès le début et de se sauver plus vite. Ces personnes-là en ont plus besoin. Je pense que c'est plus rare que des gros candidats cherchent un collier dès le tout premier épisode. La compo des équipes, pourquoi pas. Je sais que moi, perso, l'espèce de phase individuelle précédant la composition des équipes dans le feu sacré, c'était quelque chose que j'avais trouvé hyper sympa et que j'aurais bien aimé voir être reconduit comme ça, avoir un moment où ils se connaissent, etc., avant de former les équipes.
Ça me paraît pas mal. Après, sur la question des points négatifs, moi, j'en ai relevé qu'un seul, c'est qu'il n'y a pas de générique. Et c'est scandaleux. On veut un générique. Bordel. Merci, Clément. Mais on veut un générique, c'est honteux. Et puis, Non, mais après, moi, j'en ai parlé hier dans le débrief avec Space Babies et tout. Et David, il me martelait que c'était normal que dans le premier épisode, il n'y avait jamais de générique. J'ai dit, pardon? Ah non, mais il y a toujours des génériques dès le premier épisode. Moi, c'est ce que j'adore, les génériques. Bien sûr que oui, on a toujours. Eh oui, bien sûr que oui. Et oui, bien sûr. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais si, dans les premiers épisodes, moi, j'adore les génériques, même dans les séries et tout. Le générique, c'est ma vie. J'ai dit, donc, si, moi, c'est mort, hein, j'en suis persuadé. Bon, enfin, bref. Voilà, c'était mon coup de gueule. T'inquiète. Puis le dernier point que j'allais évoquer, c'est pas tant un point négatif que une source de questionnement, on va dire, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. C'est ces fameux 2 candidats supplémentaires révélés en fin d'épisode. Je vais revenir dans mes points négatifs, donc on peut en parler juste après si ça vous va. Donc d'abord, du coup, je remercie la composition des équipes. Moi, ça me dérange pas dans l'absolu de faire à l'ancienne 10 contre 10. Maintenant, pour venir à ta question de la recomposition des équipes ce qu'elle va se souvenir, j'ai cru voir dans le pré-générique un foulard bleu. Je ne sais pas quel candidat l'avait, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais j'ai cru apercevoir quelqu'un qui portait un foulard bleu au cours d'une épreuve. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une recomposition des équipes qui mènerait à 3 équipes, je ne sais pas, par exemple, de 2 à 3 équipes, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou pas, ça se trouve, hein, mais j'ai cru voir un foulard bleu, donc voilà. Faudrait vérifier la semaine prochaine ou dans le replay. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans les points négatifs que j'ai eus, du coup, je vais revenir sur l'épreuve d'immunité, parce que bien que j'ai bien aimé le concept de l'épreuve en lui-même, j'ai trouvé le montage assez bizarre où on est passé de la fin où les rouges ont rattrapé les jaunes, et on n'a pas eu l'habitude de clutch ou en mode le stress qui va gagner et tout. D'un seul coup, on est passé de les jaunes gagnent à les rouges sont en train de gagner, ils ont gagné. Fin. J'ai dit, d'accord, ça a fini comme ça. Je suis un peu déçu. Il n'y a pas eu de clutch final avec la musique bien épique. On se demande, mais qui va gagner, bon sang? Il n'y a pas eu de ça. C'était les rouges ont gagné, du coup. J'ai trouvé ça assez étrange. C'est pas forcément un point négatif, mais c'est un point qui m'a étonné, dirons-nous. Voilà, ça, c'était du coup le premier point que je vais soulever. Le deuxième point qui m'a... est-ce que j'ai un autre point qui m'avait énervé? Je regarde juste vite fait. Non. Donc, du coup, j'ai passé au point qui m'a énervé énormément. C'est pas tant du coup sur l'épisode 1, mais c'est sur l'épisode 2, du coup, sur l'annonce de ces 2 candidats qui vont arriver, dont on ne sait où, dont on ne sait pour quelle raison. Qu'est-ce que ces candidats ont en plus que les autres pour arriver à l'épisode 2, contrairement du coup aux autres. Pourquoi désavantager ces candidats qui arrivent après? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Pourquoi faire ça, en fait? Ça, je n'aime pas du tout. Déjà, dans Cambodge, à l'époque, je n'avais pas compris, bien que j'aime beaucoup Vincent, Sébastien et Claire, qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'un Yacine? Enfin, je pose la question, qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'un Yacine, quoi, concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'une Clémentine? Donc, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Lucie, j'ai encore moins compris. Enfin, je sais pourquoi, mais j'ai pas compris pourquoi avoir tout insisté qu'elle vienne dans cette saison alors qu'ils auraient pu l'inviter pour la saison suivante. Et là, je comprends encore moins de faire venir 2 candidats. Franchement, ça m'énerve beaucoup pour la stratégie du jeu, pour le déroulement du jeu, pour les alliances, pour les 2 candidats qui ont un peu l'aventure gâchée. Enfin, franchement, moi, je me mets à la place des candidats qui arrivent après l'aventure. Moi, j'ai vraiment les boules parce que moi, je rêve de faire le naufrage, de faire le naufrage, quoi. Et moi, je me mets à leur place, j'aurais vraiment les boules de venir après, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de rater mon aventure un peu. Moi, j'aime pas du tout ça. Enfin, voilà, j'espère que j'ai expliqué pourquoi je n'aime pas, mais je n'aime pas. Franchement, ça m'a. Quand j'ai vu qu'il y avait 2 candidats qui arrivaient à l'épisode prochain, j'étais vraiment en mode, mais pourquoi vous faites ça? C'est vraiment énervant. Et voilà, ça, c'est vraiment un gros point noir. Franchement, j'aime pas du tout. Moi, je rajouterais même que c'est injuste pour le premier éliminé. Je veux dire,
les personnes qui viennent au deuxième épisode, elles n'ont pas eu l'occasion de se faire éliminer au premier. Donc je trouve ça pas correct pour la personne qui sort au premier épisode, qu'il y ait des gens qui viennent après. Et d'autant que voilà, les personnes qui vont venir, elles vont être surcotées par la prod, ça de toute façon, comme l'ont été Lucie, comme l'ont été Vincent et tout ça. Ça va leur mettre une cible parce qu'évidemment, les gens vont se dire, ils viennent après, donc autant qu'ils partent en premier. Et même s'il y a des gens qui se sont bien sortis par le passé, ce serait malhonnête de dire que ça n'a quand même pas été un désavantage de venir plus tard. En revanche, je n'ai pas vu de Foulard Bleu, mais j'ai pas regardé parce que je voulais pas me faire spoil. Mais je trouve que ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose qu'on fasse de 2 à 3 équipes. Parce que ça n'a jamais été fait un peu longtemps, il me semble. À moins que je me trompe, mais c'est pas de souvenir qu'on est passé de 2 à 3 équipes au cours d'une saison. Donc ça, ce serait une nouveauté. Ouais, je trouve que ça serait une bonne idée de faire passer de 2 à 3 équipes. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait. Est-ce que ça serait désavantageux pour une équipe ou non? J'ai aucune idée. Donc ça serait... Malheureusement, oui. C'est comme à chaque remixage d'équipe, tu as toujours des candidats qui se retrouvent en minorité alors qu'ils étaient bien placés dans l'eau. Donc, ça va créer des injustices. Mais comme ça n'a jamais été fait auparavant, j'ai envie de donner à l'émission une chance de le faire parce que ça a quand même été fait souvent dans l'émission américaine. Et la troisième équipe, ils ont dû reconstruire tout leur camp à partir de rien à chaque fois. Ça fout les boules de se retrouver dans une troisième équipe et tu dois recommencer de zéro. Ça pourrait être marrant, ouais. Et après, comment définir les gens qui iraient dans cette troisième équipe, je ne sais pas. Soit tu fais un tirage au sort, soit tu fais une épreuve où tu as 2 capitaines, enfin tu as 2 gagnants qui sont les 2 capitaines qui doivent désigner une troisième personne. Un peu comme ils ont fait au début du Totem Maudit, là. Tu avais un homme et une femme qui avaient gagné, on désigne une troisième capitaine. Et... Ouais, ça peut être marrant, ça, ouais. Ouais. Mais en vrai, je trouve que c'est cool qu'ils essayent parce que maintenant, on va passer à 21 personnes, vu qu'avec Steve en moins, ça fait 19 plus les 2. Si on part du principe que tous les 2 rentrent en jeu, ce qui sera probablement le cas. Ah, d'ailleurs, on aura une équipe de 11. Ça aussi, ça s'est jamais produit. Ce sera intéressant. Oui, j'imagine qu'à 18, ils vont faire 3 épisodes normaux et à 18, on fait 3 équipes. C'est possible. Ou alors une épreuve éliminatoire comme ils ont fait pendant Feu Sacré, où ta copine belge était partie, Elodie. À voir ce qu'ils vont faire. Ils ont recomposé des équipes quand elle est partie ou pas? Est-ce qu'ils ont recomposé, ouais. Ils étaient combien au moment où ils ont fait l'épreuve? Je me rappelle plus. 17 et ça a permis 2 équipes de 8 une fois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc il y a peut-être une possibilité où à 19, ils fassent déjà une épreuve éliminatoire et à 18, on fait les 3 équipes. C'est possible. Mais j'ai pas fait attention à ça. Je voulais pas me faire spoiler vu que les pré-génériques c'est rempli de spoil. Ouais, désolé du coup, mais si j'ai spoilé, mais d'habitude je regarde pas ce générique, mais ouais, j'ai cru voir Foulard, sauf que c'était juste un jean bleu qui était bizarrement filmé et tout, je sais pas, mais un angle de caméra bizarre on a dit qu'elle avait un bandana bleu, mais je sais pas, j'ai vraiment cru. Oui, déjà avant toute chose, j'avais oublié, mais tout à l'heure la remarque que tu avais fait sur le fait que Steve trouve un collier pas forcément utile, etc., ça montrait qu'il y avait peut-être moins de magouilles. C'est une remarque qui me paraissait assez pertinente. En l'occurrence, ce collier me fait penser au double vol que Emin avait trouvé lors du second épisode dans le Feu Sacré. Ce n'était pas quelque chose qui lui sauvait la vie, mais il avait trouvé quelque chose quand même. Ça montait un peu qu'il n'y avait pas forcément magouille, etc., dans le sens où ce n'était pas intéressant pour la prod de que ce n'est pas une mauvaise mécanique. Je pense que pour que ça fonctionne, il faut que les nouveaux candidats soient des candidats qui vont apporter quelque chose en plus et avoir de quoi s'imposer de manière évidente. C'était réussi dans Cambodge. Pareil. Par contre, Lucie, elle avait ses compétences de boxeuse, etc., mais elle n'avait pas non plus le profil.
celle-là, c'est quelqu'un qui, à tous les coups, sera une aventurière hors pair et sera un excellent renfort, etc. C'était une candidate au niveau des autres, entre guillemets. Et donc là, ça la mettait effectivement dans une situation très mauvaise. Donc pour moi, pour que Léa et William, c'est le prénom des deux nouveaux, il me semble, ce soit des bons ajouts, il faut qu'ils apportent quelque chose en plus. Déjà, ce qu'ils apportent en plus, selon moi, c'est que je trouve que la prod a sélectionné pour l'ajout 2 candidats qui ont l'air, niveau âge, d'être cohérents avec le reste du casting. William a l'air d'être assez âgé, très bien, d'homme âgé, le doyen homme de la saison à 43 ans. Il a 43 berges, mon pote. Donc, ramener un gars plus âgé, ça peut être pas mal. Même si ça fait que William de KL1 n'est plus le seul et unique William de KL, et ça c'est dommage. Tandis que Léa, de son côté, a l'air plutôt jeune. Je crois qu'on n'a pas tant que ça de femmes de moins de 30 ans dans cette saison. Il me semble qu'on doit en avoir 2 ou 3. C'est moins que la moyenne en général. Donc, niveau âge, c'est assez compatible. Et puis après, niveau compétences, William, je ne sais pas si vous avez vu sa tronche dans le portrait. Pour moi, ça a tout l'air d'être un mec très calé en survie avec son t-shirt militaire et tout. Je suis sûr que ça va être peut-être un petit Mike Horn ou quelque chose comme ça qui va se ramener avec ses compétences en survie. Je trouve qu'il ressemble un peu à Xavier de la guerre des chefs physiquement d'ailleurs. Et puis l'autre candidate, Léa, peut-être des compétences sportives, j'en sais rien, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des talents particuliers ou quoi qui justifieront leur ajout. Parce que si c'est, entre guillemets, des candidats au niveau de la plupart des autres, très clairement, leur intégration, elle va être hyper compliquée, quoi. Et puis, pour cette histoire de foulard bleu, en fait, je me demande si c'est pas simplement la même chose qu'avec le teaser avant la saison où ils avaient mis les foulards rouges et jaunes en noir et blanc pour cacher les équipes en fait. Je me demande si là encore c'est pas quelque chose comme ça avec des couleurs modifiées. Cela étant dit, si c'est un format à 3 équipes, ce serait une putain d'idée. Même si personnellement je pense pas qu'il faudrait faire une 3e équipe avec simplement 3 personnes des 2 équipes envoyées pour en former une 3e. Je pense que si 3e équipe il faudrait une recomposition totale en l'occurrence, mais ça peut être pas mal au 4e épisode à la suite d'une épreuve à élimination directe ou au 5e épisode. Mais c'est vrai qu'un passage à 3 équipes, ça me paraît pas mal. Le fait d'intégrer 2 personnes en l'occurrence me paraît aller dans ce sens. Surtout que je pense qu'il y a moyen que les 2 rejoignent le jeu. Est-ce qu'il serait assez vache pour faire ramener quelqu'un pour le virer immédiatement? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais du coup, voilà, perso, c'est de nouveau, je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de négatif en soi. Je suis assez curieux de ce qu'ils vont amener. Je pense que bien géré, ça peut être un twist. Encore faut-il que ce soit bien géré. Je conclue juste sur les 2 nouveaux parce que moi je suis vraiment contre, comme vous l'avez bien compris, je pense. Certes, s'ils apportent quelque chose, mais quand même, pourquoi ne pas les mettre juste au début de base? Ils auraient apporté leur chose dès le début, quoi, tout simplement. Et en fait, je trouve dans tous les cas, ça a toujours été injuste, ouais, comme l'a dit Max, pour ceux qui sont partis avant, et encore plus dans le combat, dans l'île des héros. Voilà, toujours une bonne raison de taper sur cette saison. L'île des héros. On se rappelle quand même que Théo avait gagné en premier l'épreuve pour venir en premier et que finalement c'était plus désavantageux de faire ça que pour Claude qui était venu après. Là, c'est juste histoire de claquer les choses sur cette saison qui est vraiment nulle, pour rester poli. Voilà. Désolé pour les candidats de cette saison, mais c'est vraiment vrai, comme je pense. Mettre 2 candidats en plus, ça me fait peur sur le déroulé de la saison. Combien y aura-t-il d'épreuves éliminatoires? Ça rejoint notre précédent débat. Moi, j'espère qu'il y en aura 2 maximum, donc une en pré-réunif et une en post-réunif, pas plus. J'ai peur qu'il y en ait plus que ça, malheureusement. Et j'ai aussi peur qu'on retrouve une orientation à 5. J'ai peur que ça revienne aussitôt chassé naturel. Il revient vite au galop pour s'inspirer de Delphine de l'île des héros. Tiens, juste par rapport, il y a un truc que je viens de me rappeler aussi par rapport, tu disais tout à l'heure pour l'épreuve d'immunité, ce que tu aurais aimé. Moi, je suis vraiment encore un nostalgique. Je serais pour toujours mettre le flambeau au premier parce que je trouve que les flambeaux, après, il faut innover dans le dispositif des flambeaux, tu vois, pour que ça fasse toujours redondant.
Et j'aime bien l'idée de mettre les flambeaux en immunité parce que c'est vraiment, on allume notre flamme pour l'aventure et après elle s'éteindra à la fin. Voilà, c'est juste excursus qui n'avait pas rien à voir avec ce que je voulais dire, mais ça me revenait. Et donc, ce que je voulais dire, c'est dans notre précédent débat, nous avions parlé de l'avenir de Koh-Lanta, comment ça allait évoluer. Et du coup, j'ai regardé les premiers éléments de réponse que nous avons eus grâce à ce premier épisode. Et j'ai regardé les audiences qu'il y a eu. Alors certes, il y avait la Ligue des Champions en direct, notamment Manchester City, Copenhague, qui a dû attirer des foules, je pense. Et du coup, j'ai regardé les chiffres. Sachant que l'année dernière aussi, il y avait la Ligue des Champions en même temps. Mais l'année dernière, pour le Feu Sacré, le premier épisode avait fait 4 170 000 170 000 vues, 170 000 auditeurs, téléspectateurs, je vais arriver décidément, téléspectateurs, pour une part de marché de 19%, ce qui était vraiment assez effrayant. Et là, pour les chasseurs d'immunité, ça n'a pas parlé du nom qui est vraiment horrible, c'est les chasseurs d'immunité, je leur ai explosé de rire, pas des candidats. Du coup, on est passé de 4 170 000 à 3 660 000 téléspectateurs en direct, dans la moyenne en première et deuxième partie, pour une part de marché de 18,7%. Ça veut dire que la part de marché n'a pas évolué, mais qu'on a perdu quasiment 500 000 téléspectateurs, ce qui révèle encore plus la baisse de Koh-Lanta. Parce que là, si on regarde la part de marché, elle est stagnante. Donc là, c'est vraiment qu'il y a un désintérêt pour l'émission qui s'est fait, je pense, quand même. Qui est assez flagrant pour ce premier épisode. Et j'ai peur de voir la pire audience de la saison. Qu'est-ce qu'on va atteindre? C'est ça le truc. Et du coup, j'ai peur que TF1 se dise ça rapporte plus rien, Koh-Lanta. C'est assez effrayant de noter qu'il y a 500 000 de spectateurs encore en moins, mais au niveau part de marché, on est passé de 19 à 18,7. Donc ça veut juste dire qu'il y a moins de gens qui ont regardé la télé hier qu'il y a un an. Pour moi, en fait, c'est plutôt le pourcentage de part de marché qui est révélateur plutôt que le nombre de personnes, plutôt que le nombre brut. Mais je t'avoue que ça fait moins de 20%. Moins d'une personne sur 5 qui était devant la télé à regarder la chaîne la plus regardée de France. C'est un peu effrayant. Et surtout Koh-Lanta qui faisait toujours des parts de marché de fou, même quand ça a baissé en audience quand même. Passer en dessous de 20%, c'est assez flagrant. Oui, mais après, la prod fait toujours les mêmes erreurs. C'est le mardi, ça commence trop tard, trop de pubs, c'est trop long. L'épisode, il a fini, il était presque minuit. C'est toujours les mêmes erreurs qu'ils font. Moi, je vous avoue que, par exemple, moi, j'ai regardé la première partie en direct et la seconde, je l'ai regardée le lendemain parce que j'avais pas fini. Et oui, même moi, je l'ai fait. Mais je pouvais pas parce qu'on travaille le lendemain, bon sang. Non, moi, j'ai regardé que tu contribues toi-même à créer. C'est vrai, je me plains de ce que je plains, mais c'est assez flagrant qu'il y a quand même un fan comme moi, je me la pète, mais on est fini, on n'a pas à finir son émission préférée quand même. C'est un marqueur quand même, je pense. Donc du coup, je vais proposer, est-ce que vous déjà la note de l'épisode, bon, c'est un peu gnangnan de donner une note à l'épisode, mais c'est marrant. Et aussi, est-ce que vous avez un pronostic pour le vainqueur de la saison tout de suite au premier épisode, comme je l'avais fait pour la saison dernière? Je me la pète encore, j'avais pronostiqué Frédéric Gagnant, j'avais réussi pour une fois que j'avais réussi un pronostic. Je me la pète. Voilà. Donc, je propose qu'on commence par la note et moi, je mettrais un 8 sur 10 parce que l'épisode pilote, ils sont souvent très bons. Je mets un 8 sur 10. Je sais pas trop. Parce que je vous avoue que j'ai pas le souvenir d'un épisode pilote que je n'ai pas apprécié ou je n'avais pas envie de voir la suite. Donc comme moi j'ai bien aimé l'épisode, ce serait logique de mettre une bonne note, mais comme tu dis, si les épisodes pilotes sont bons, voilà, moi je mettrais 9 sur 10 parce que j'ai bien aimé, c'était cool de revoir du Koh-Lanta, ça faisait 2 ans que j'avais plus vu, je vois des gens parler français, ça me rassure pour mes oreilles. C'était cool, il y a eu de la stratégie, le first boot n'est pas évident, enfin c'est pas toujours la vieille qui sort. Les épreuves, je trouvais pas ça terrible. Ouais, moi je mettrais 8,5, 9 sur 10.
Oh, ça, je passe un bon moment, donc j'ai pas de raison de mettre moins. Alors, pronostic gagnant, je vous avoue, Sarah, je trouve qu'elle a une tellement bonne tête, mais tellement bonne. Je veux dire, si je devais dire la gagnante, je mettrais Sarah. Peu importe ce qu'elle dira, fera par la suite, je la sens bien. Je la sens très, très bien. Et cet aspect, j'ai complètement planté. Elle sera venue à deuxième. Je préfère ne pas surcoter des candidats inutilement pour rien, donc je ne vais pas faire plus de pronostics pour l'instant. Personnellement, je pense que je mettrais 6 sur 10 à ce premier épisode. C'est plutôt une note négative par rapport à ce que j'ai l'habitude de donner. Je crois que j'avais dû donner un 8 sur 10 au pilote du Feu Sacré. Et généralement, je suis plutôt optimiste sur les épisodes. Mais je pense que c'est lié à cette absence de véritable énorme coup de cœur. Là où l'année dernière, j'en avais eu 3 dès le premier épisode. Je pense que ça joue pas mal. Mais c'est un 6 qui est appelé à monter au fil de la saison. Je pense que c'est un 6 qui a de très bonnes notes de montée, quoi qu'il arrive, dans le sens où je crois que ce que je viens de dire n'a aucun sens. Bref, c'est un 6, mais qui a de très bonnes chances d'être suivi de meilleures notes à l'avenir, parce que, disons que je sors de cet épisode en me posant beaucoup de questions, mais je pense que à mesure que viendront ces réponses, j'aurai plus de facilité à suivre et à apprécier. Ça reste un bon épisode, cela étant dit. Et puis si je dois vous donner un winner pick dès maintenant, je suis tenté de dire Ricky à ce stade. Mais si en fait, j'avais aussi ailleurs tenté le winner pick avec sur la base des portraits avant la saison. Et dans ce cadre-là, j'avais donné Jean, surtout qu'en plus, c'est le prénom de mon papa et c'est le premier Jean à apparaître dans toute l'histoire de Koh-Lanta. Donc forcément, dans la famille, on a une petite sympathie pour lui. Mais du coup, Jean, ça ne me paraît pas complètement écarté, même s'il était plus effacé que d'autres lors de cet épisode. Mais Ricky Living la Vida Loca, ça me paraît possible. Je pense que ça peut être un gagnant. Mais après, honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour prédire à ce stade. J'espère que personne viendra dans les commentaires raconter de spoilers en mode ah nanana dans le pré-générique, on voit que machin était sur les poteaux, je sais pas quoi. S'il vous plaît, ne faites pas ça. L'épisode, je vais mettre 7 sur 10. Parce que je trouve que c'est un bon lancement, voilà, et c'était assez rythmé, on ne s'est pas trop ennuyé, il n'y avait pas de plan pour remplir. Et les points que j'enlèverai, c'est clairement pour la première épreuve, parce que tout le monde a clashé la deuxième, là, ou alors là, encensé, mais on a très peu parlé du bélier. Moi, elle m'emmerde un peu. Alors, certes, elle s'est bien filmée et tout machin, gna gna gna, et je vais le dire dans cette review que j'essaye d'exporter sans limite, mais en tout cas... je trouve que c'est bien filmé et tout ça machin, mais j'en ai rien à foutre de 10 pélos qui sont en train de frapper des rondins de bois. Enfin, je la trouve pas très intéressante à suivre. C'est pas la pire, mais on a mieux comme première épreuve pour introduire les nouvelles équipes. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Et j'ai pas, par rapport à Max, moi j'avais deviné très rapidement que Steve a été un first boot. C'est vrai que Nathalie, même si on la voyait pas mal parler et tout. Comme tu l'as dit Max, pendant la moitié de 3/4 d'épisode même, elle n'est pas menacée, personne part d'elle, donc pourquoi au dernier moment on sort Nathalie comme potentielle sortante. Et après je me suis dit si c'est Steve qui arrive à se sauver, ce sera Pauline, mais j'étais sûr vu le montage que Steve allait sauter, donc pour moi il y avait peu de suspense finalement, donc c'est peut-être pour ça que je mets une note sévère, ça va, c'est 7 sur 10, ça passe. Et donc voilà, et après en winner pick ou pick winner, je sais pas comment Lucas a dit ça, moi je suis un boomer, je ne connaissais pas cette expression. Et ben moi je dirais clairement Ricky, que déjà je sentais très très bien dans les portraits, enfin j'allais dire gna gna, c'est pas pour me moquer, mais voilà, ça fait pleurer dans les chaumières, il a vécu le harcèlement, c'est grave le sujet en ce moment qu'on parle dans les collèges, dans les lycées, sur les réseaux, donc c'est pile dans l'air du temps, si je peux me permettre, parce que c'est quand même un truc très négatif, donc c'est pas une mode, hein, ça a toujours existé, mais là on en parle énormément, donc je pense qu'au niveau actualité, il n'y a pas mieux.
Et puis en plus, il est ultra attachant. Enfin, moi, c'est un de mes favoris. Hein. Clairement, dès que je le vois, je suis en mode ah, petit rayon de soleil et tout. Et en plus, il a un vécu et il a l'air déterminé. Enfin, on le voit sur les épreuves, sur le camp, etc. Machin. Donc, pour moi, ce serait le gagnant idéal. Après, c'est pas forcément lui qui gagne. Ça peut être un Nicolas l'année dernière ou un Loïc des Quatre Terres hein, qui perd en finale parce que justement trop apprécié, trop aimé par les autres. Et si c'est pas lui, il y a Alexis qui est un peu du même profil que lui. Et je vois bien Océane aussi, qui est dans mon top 3 avec Alexis et Ricky. Océane, c'est vrai que je l'avais pas trop calculé dans les portraits, c'était un peu Osef, je m'en bats un peu un peu les cacahuètes d'elle. Et en fait, au final, je la trouve super intéressante. Elle est hyper bien intégrée en 3 secondes. Elle a des alliés partout et sans faire des promesses dans tous les sens comme la petite Sarah, même si j'aime bien Sarah. Donc ouais, pour moi, ce serait le top 3, mais Ricky en tête, clairement. Pour dire très vite fait par rapport à Nathalie, sur l'idée que le fait qu'elle soit ciblée pour le conseil, ça sort de nulle part, ou ça arrive tard dans l'épisode. J'ai pas eu forcément cette impression parce que on voit quand même qu'au moment où les équipes sont constituées et que Nathalie découvre qu'elle est jaune, la prod met pas mal l'accent sur le fait que les jaunes tirent un peu la tronche et pas l'air très content de l'avoir dans leur équipe. Donc pour moi, dès ce moment-là, ça indiquait que la menace planait sur elle. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça au début, mais c'est très vite oublié. En mode, on voit beaucoup de plans où elle est quand même bien intégrée, où elle discute avec tout le monde, elle est toujours souriante. Sur les épreuves, ils ont bien montré des plans où elle s'en sort super bien. Alors, c'était pas une Océane où je sais pas quelle nana était super forte, mais elle avançait tranquillement, mais au moins elle n'est pas tombée une seule fois, machin. Donc, ils ont quand même montré un beau montage d'elle, même quand Alexis s'excitait sur sa noix de coco. Elle était en mode hihi, elle faisait des blagues, genre je m'intègre chez les jeunes. Donc je trouvais pas qu'elle avait un montage de sortante. Après, c'est mon regard aussi de non-spectateur lambda. Donc forcément, j'étais en mode mais qui c'est qui va sortir? Toujours le montage. Après, on se fait avoir. Moi, je pensais qu'Olga allait gagner le totem maudit. Quand on voit le premier épisode d'Alexandra dans les Quatre Terres, tu te dis pas elle, c'est la gagnante. Tu te dis que ça peut être une candidate rigolote à suivre, mais rien de plus, quoi. Je pense qu'en fait, ce qui joue aussi sur le fait qu'on voyait pas forcément Nathalie être vite en danger, c'est parce que pendant très longtemps, on a pensé que l'équipe jaune gagnerait l'immunité. Parce que moi, pendant toute l'épreuve, j'étais persuadé que les rouges allaient perdre et que c'était Alicia qui serait sortie. Donc, et puis, c'est vrai que le montage s'est énormément attardé sur Steve. On a vu énormément Steve dans l'épisode. Et souvent, la personne qui sort, on la voit beaucoup dans l'épisode aussi. Donc, mais au moment où Nathalie a dit qu'elle allait voter contre Steve, là, je me suis dit, ouais, il y a un monde où c'est Steve qui va sortir et pas Nathalie. De toute façon, les montages, à chaque fois, c'est hyper flagrant. L'année dernière, Célia du Feu Sacré, je pense que si elle ne sortait pas au premier épisode, on n'aurait eu quasiment aucun plan sur elle. Enfin, c'est pas méchant, hein, j'étais très gentil. Moi, ça m'a un peu embêté d'ailleurs hein, qu'elle sorte, Célia. Je trouvais ça tellement facile de faire sortir la plus âgée. Mais on la voyait énormément dans l'épisode. Mais on peut pas avoir autant Célia et si peu Benjamin qui fait petit jeune marin. Voilà, avec un profil un peu atypique. Je dis, mais c'est sûr qu'elle va sauter, là. C'est comme Emine, premier épisode. On l'a vu très vite fait en mode, ah, il ronfle, il réveille les autres pendant la nuit, c'est ma stratégie. Voilà. Et après, deuxième épisode, on voyait que lui. J'étais en mode, ok, bon, mais c'est bon, Emine va virer au deuxième épisode. Donc, des fois, les montages, je trouve que c'est un peu trop flag, quoi. Donc, Steve, je me suis très rapidement dit, bon, lui, on voit que stratège, machin. C'est sûr, il saute, quoi. Justement, Nathalie, on la voyait aussi pas mal dans le montage. Oui, mais jamais Là, en je dois négatif. confesser un truc. Jamais en Ah, je négatif, vois ce que tu veux. menacé, etc. Tu vois. Un petit peu au début, quand elle a intégré l'équipe, elle dit, ah, je suis la doyenne, je suis la Un doyenne. peu. Mais souvent, on la voyait en mode rigolade et tout. Enfin, jamais en panique. Il y a même un moment, si tu regardes un jour la review, il y a un moment où je dis, ils sont en train de chercher un collier, puis il y a un plan sur Nathalie qui est dans la piscine. En mode, enfin, dans la piscine, dans l'eau. Dans la piscine. Ah putain, c'est plus ce que c'était Koh-Lanta. Ils ont une piscine maintenant. La piscine naturelle, voilà. Et, Ouais, avec les transats, les cocktails et tout. Tu la vois dans l'eau, je te jure, Mais- ils sont en train de chercher le collier, et tu la vois dans l'eau en mode. Mais cherche un collier en fait, meuf. T'arrêtes pas de dire que t'es doyenne, mais tu cherches pas. Mais pourtant, elle a bien fait. Elle a sociabilisé, ça l'a aidé en fin de compte. Mais oui, non, mais Mais, dans
sens où c'était marrant ce plan de cette nana qui se dort la pilule alors qu'elle est potentiellement menacée. Donc, tu vois, à quoi moment je me suis dit, elle va sauter, quoi. Mais comme tu as parlé des mines, je dois confesser un truc. La blague qu'il avait fait en disant « Ouais, j'ai fait exprès de ronfler, c'est une stratégie pour fatiguer les autres », au moment où il l'a sorti, je l'ai cru premier degré. Ah. Je m'étais dit « Oh putain, c'est trop un génie ce mec !» Bah dans ce cas, Julien, c'est de la saison 15, c'est le meilleur stratège de tous les temps. C'est dans ce point de vue. Je disais à Julien, c'est pas ça, j'adore ce candidat. Et voilà. GG Dora Jampa. Je le trouve trop choupi, sous-côté, Julien. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. On revient en arrière sur les points positifs. Tu as parlé de vite fait de la survie. Et la point positif de la survie, il y en a eu un petit peu. Bon, c'est un épisode pilote, donc c'est logique de la survie, mais j'ai bien aimé qu'il y en ait. Avec la petite pêche au crabe qui a totalement foiré, que c'était marrant. Quand tu as parlé d'Alexis qui a essayé de verser un autre coco, c'était drôle aussi. Enfin, ça m'a fait sourire en tout cas. C'est comme ça qui était marrante. Voilà. Dans un épisode pilote, c'est logique, mais à noter pour même que c'était cool. Du coup, pourquoi je mets 8 sur 10 ? Alors, parce que j'ai passé un bon moment devant cet épisode. Mais comparé à d'autres épisodes pilotes, c'était pas non plus ma Madeleine de Proust. J'ai pas vraiment de c'était vraiment the épisode pilote. Du coup, c'est pour ça que je mets un 8. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet intéressant d'un prochain débat. Quel était le meilleur épisode pilote de Koh-Lanta, voilà. Ou ambassadeur, ou épisode final, etc. Bon, ça peut être. Il est comme ça, pas faufiler au sein du débat. Donc, 8 sur 10 pour cet épisode. Et mon pronostic, si le cœur parlait, je dirais Jean. Parce que voilà, c'est la bonhomie, Jean. Il a apprécié de tout le monde, de son équipe. Donc voilà. Mais la raison me dirait pronostic Océane, parce que je trouve qu'elle a vraiment un montage un peu à la Frédéric du Feu Sacré, en mode la parole intelligente, la parole écoutée dans son équipe, celle qui est un peu déterminée, celle qui s'entend avec tout le monde un peu, qui a un peu cet aspect leader sportif et tout. Enfin, j'ai eu ce sentiment quand j'écoutais Océane parler et tout, son attitude et tout. Un peu le second rôle de son équipe derrière comment il s'appelle, Amaury. Voilà, un peu le second rôle derrière lui, mais un bon second rôle, un colonel, tu vois. Celui qui voilà. J'ai un peu cette similitude. Je me suis dit, elle, c'est un peu la Frédéric en version femme, et je me dis, elle peut gagner Koh-Lanta, tu vois, parce qu'elle a le montage, on ne monte pas trop en mode perfection comme Amaury, où lui c'est vraiment Monsieur Parfait, Mr Perfect, si vous avez la référence, un juste milieu parfait, je trouve, en cette personne d'Océane. Je trouve qu'elle peut aller très loin, voilà. Et en plus, ça fait 2 saisons qu'on n'a pas eu de femmes gagnantes, donc il pourrait y avoir un petit girl power, hein, voilà, au sein des femmes, parce que ça revient souvent, cette idée de faut faire gagner les femmes. Non pas que ça soit un reproche, mais c'est quelque chose qui est vrai. Voilà. Isabelle avait dit dans le premier épisode de la nouvelle édition, elle dit, quand elle a lu les filles, elle dit « ce sera le Koh-Lanta de la femme ». Elles ont toutes viré une à une avant tous les mecs. Donc, attention au girl power. C'est souvent qu'il y a ce girl power à la fin de l'aventure, ça, je veux dire. Par exemple, j'ai plus l'exemple en tête, mais je sais qu'il y a souvent cette idée en fin d'aventure. Après, c'est pas du tout un reproche, hein, mais c'est juste que c'est amusant de constater qu'il y a toujours cette idée on va voter pour une femme parce qu'on se soutient entre femmes. Hein. C'est sympa aussi. Pour dire très brièvement, puisque tu as parlé du girl power, ça me fait penser à un autre bon point que j'ai oublié d'évoquer. En regardant les portraits, j'avais peut-être la crainte qu'il y ait un grand écart de niveau entre le casting homme et le casting femme, qui est peut-être beaucoup plus de potentiel bête de guerre côté homme que côté femme, et que ça puisse créer une sorte de déséquilibre. Finalement, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, et c'est tant mieux. Ouais, très, très bien ajouté, ouais, je suis d'accord. Et tu parlais de la survie, mais on n'en a pas beaucoup parlé dans cette review pendant 1h30, mais je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de survie, mine de rien, pour un premier épisode. Enfin, il était très rempli parce que on a eu le cas Steve, on a eu Sarah avec ses alliances, on a les épreuves, la composition des équipes, tout a pris beaucoup de temps, mais on n'a pas vu beaucoup de survie.
À moins que je me suis endormi pendant la construction des cabanes, mais la construction des cabanes, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas la personne qui chaque année critique dans le dos qu'il y a quelqu'un qui prend le lead sur le camp. Parce qu'à chaque saison, il y a toujours quelqu'un qui va critiquer la personne qui prend le lead pour la construction de la cabane. Mais cette année, je n'ai pas remarqué. Il n'y avait pas beaucoup de survie. À moins que je me sois endormi pendant l'épisode, mais... Parce qu'on en attendait beaucoup des deux charpentiers. Finalement, on ne les a pas beaucoup vus à l'œuvre. Ah, ça, t'as raison. Et ouais, c'est vrai, cette anecdote toujours le mec toujours la personne qui râle sur le mec qui a le leadership, c'est vrai, c'est toujours ça, c'est drôle, il n'y en a pas eu. Mais c'est vrai. Après, on n'a pas monté disons qu'on n'a pas montré la survie habituelle de l'épisode pilote, dans le sens où la recherche de l'eau s'est vraiment expédiée rapidement. D'ailleurs, ça m'a étonné que Denis dit chercher l'eau, c'est important. Merci Denis, c'est vrai que c'est important l'eau. Après, son avertissement a été compréhensif, mais ça m'a fait rire, simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, on n'a pas eu trop de construction de cabane, mais on a eu cette chasse. La stratégie de Maxime de cacher des bananes qui n'a pas marché. Je suis très déçu que ça n'ait pas marché, parce que ça m'a fait bien faire rire quand il a dit j'ai caché des bananes, parce que je suis vicieux. Et là, il a dit un régiment de bananes, ça m'a fait penser à la scène de la saison 10, bien sûr, les régiments de bananes et tout. Voilà, encore une fois, en tant que nostalgique que je suis. Du coup, ça m'a fait sourire. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Maxime aujourd'hui, mais il m'a fait rire ce personnage, dans le sens où il est un stratège vicieux un peu. Voilà. J'ai pensé comme toi, à la place de Maxime, j'aurais caché les bananes quelque part et je me serais nourri en cachette. Franchement, ou alors je les enterre quelque part dans le sable, mais moi je les aurais cachées quelque part, ces bananes, et je me serais nourri en cachette. Non, mais c'est dommage qu'on n'ait pas encore ce genre de situation. C'est dommage, mais j'y avais pensé aussi. On a presque failli l'avoir, du coup, c'est dommage. J'aurais bien rigolé, en tout cas. Inscrivons-nous, passons les castings et on tente ça. Ah, Seigneur. Franchement, si vous faites ce genre de combine, bloquez vos réseaux en avance, les gars. Moi, j'ai coupé les réseaux. Mais le fait que Denis parle de l'eau, je pense que c'est pas anodin. Je me demande si on n'a pas parlé parce que y a un collier pas loin ou quelque chose comme ça. Pas con, ouais. Après, moi, je me suis dit, ils avaient peut-être peur qu'il y ait des insolations parce que le soleil a frappé sur les Philippines. On a vu que les coups de soleil des yeux, c'est-à-dire j'ai appris que ça existait. Et voilà, je pense que le soleil a beaucoup tapé. Et on a eu beaucoup de cas dans les précédents Koh-Lanta où les candidats tombaient comme des mouches parce qu'ils ne buvaient pas assez. Et je pense que c'était pas non plus totalement hors de propos de dire ça. Et ça m'a fait rire qu'ils le disent vraiment, buvez de l'eau, c'est important. En mode Jean-Claude Van Damme. J'y arrive. Dernier truc à ajouter, au moment où ils ont annoncé le nom de la saison, les chasseurs d'immunité. Déjà, c'était marrant que cette fois-ci, ils aient réagi au nom de la saison des candidats. Je crois que dans le Feu Sacré, ils étaient en mode d'accord, on s'en fout un peu du nom. Et là, ils ont réagi, mais ils n'ont pas réagi de la manière dont moi j'aurais réagi, c'est-à-dire que moi j'aurais explosé de rire quand j'aurais attendu que ça s'appelait les chasseurs d'immunité parce que je trouve ce nom toujours aussi ridicule. Mais voilà. Je comprends moi aussi. C'est complètement ridicule. Et il y a même Sarah, la petite protégée de Max, qui dit ah mais ça déchire ou un truc comme ça. Genre ça tue et tout. Alors que moi je me suis dit ah non mais ça tue pas du tout en fait. Moi je te dis, ils leur ont demandé de dire c'est à tuer parce que moi j'aurais explosé de rire. Juste ma petite notification, c'est un truc perso mais c'est marrant. J'ai eu une notification sur Facebook, tu sais, les souvenirs Facebook. Et le 14 février 2009, il me met, alors je sais pas si on verra bien, j'avais mis kiff Romuald. J'ai envie de décéder en fait. Ça me bute. On va le remettre. Oui, je pense qu'il en a rien à foutre, mais ça me bute. Je sais pas si on voit ça. Ouais, on l'a. Moi j'ai vu. Ça m'aide. Voilà, c'est tout. Je trouvais ça rigolo. Bon, ben merci en tout cas pour avoir donné votre avis. Je vous ai plus laissé parler que moi. J'avais vraiment envie d'avoir la voix des abonnés. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à vous. C'était très agréable de vous écouter. Non, c'était vraiment très sympa et je me dis que ça pourrait être vraiment encore plus cool de voir notre évolution. Du coup, quand on fait...
Attends, il y a Lucas qui chante, je n'ai pas compris ce que tu disais. Là, on se croit au stade Geoffroy Guichard, hein, vu que je suis stéphanois. Bon, ben ok, ben, c'est parfait. Ben, merci à vous. Ben, écoutez, merci. Et puis, ben, à très très vite, on se tient au courant. Hein. Bonne soirée. Ouais. Merci. Bye bye. Allez, salut. Bonne soirée à tous les gars, ciao. Ciao.